Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h sur Canal 3. Dans les titres, il faudra reconnaître désormais en lui le patron du département du littoral, Alain Sourou Orula. C'est officiellement installé dans ses nouveaux appareils. Il succède ainsi à Jean-Claude Kodia à la tête de cette préfecture. La passation de charge s'est tenue en présence de la conférence administrative départementale et du personnel de l'administration préfectorale. Également, le point des préparatifs à quelques jours du démarrage des examens du certificat d'études primaires. Enseignants et candidats sont sur le qui-vive. C'est le moment de procéder au dernier tour de vis. Une équipe de la rédaction a sillonné quelques établissements d'enseignement primaire, public ou privé à Cotonou et à Abomey-Calavi. On y reviendra dans un instant. Vous suivrez également en toute fin d'édition le condensé de la cérémonie de lancement de la campagne de mise en terre des plans certifiés d'Anna Cardier. C'était cette semaine à Soklobo. L'événement a mobilisé la plupart des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Voilà, bienvenue à nouveau et merci de vous installer. Alain Sourou Orula, officiellement préfet du littoral depuis ce jeudi, il en a pris les rênes et succède ainsi à Jean-Claude Kodia, dont l'intérim à la tête de cette préfecture aura duré plus de 2 ans. Le nouveau préfet se dit conscient des défis à relever. La passation de charge s'est tenue en présence d'élus municipaux et locaux, des membres de la conférence administrative départementale et du personnel de l'administration de la préfecture. Retour sur les temps forts avec Herman Anyambosou et Eder Onkwevi. Le tout nouveau préfet du littoral, accueilli par celui-là même qui s'apprête à lui passer le témoin. Les deux hommes s'enferment pour un tête-à-tête de plus d'une demi-heure. S'ensuit l'étape de signature et de transmission de registre. Avant de passer dans la salle de conférence pour la formalisation de la passation de service, le nouveau dépositaire de l'autorité de l'État pour le compte du littoral se prête à une visite guidée. Dans la salle de conférence de la préfecture du littoral, élus municipaux et locaux, membres de la conférence administrative départementale et personnel de l'administration préfectorale n'ont pas voulu se faire compter l'événement. L'intérim assuré par Jean-Claude Kodia à la tête de cette préfecture aura duré plus de 2 ans. Je ressens instamment comme un insigne honneur et un devoir sacré d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanas Talon, président de la République, qui alors avait cru et placé sa confiance en mon humble personne pour accomplir cette noble mission républicaine, certes complexe, mais si révélatrice et valorisante. Prenant en main la gestion de ce département aussi spécial, le tout nouveau préfet se dit conscient de l'immensité des tâches à abattre dans une ville en pleine métamorphose. Je ne frémis point donc, je n'ai pas peur, je saurai. Avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied à un travail républicain, donner le cadre, l'environnement, l'espace pour que Cotonou soit et demeure une ville attrayante, une ville enviée par toutes les capitales. Nous ne nous limitons plus à l'Afrique, du monde, une ville exemplaire, quelle que soit la modestie de nos moyens. Alain Sourou Orula prend officiellement ce jeudi les rênes du département du littoral. Et le mot du ministre de la décentralisation porté par son représentant sonne comme une invite à agir au mieux des intérêts d'une ville qui constitue la vitrine du Bénin. Servir l'État en tant que préfet du département implique bien des sacrifices et commande de faire la preuve de rigueur, de fermeté, de droiture morale et de souci permanent de l'intérêt général. La cérémonie s'achève par cette remise de clés et la signature des procès-verbaux. Et pour réussir cette mission, le tout nouveau préfet devra également compter sur la police républicaine, dont la revue de troupes est le symbole d'une disposition à le servir partout sur le territoire de compétence. Le Bénin et la France ensemble pour la réalisation d'un projet historique. Il s'agit de la création du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, mais aussi la valorisation du site palatial d'Abomey. Le dit projet a été lancé dans l'après-midi d'hier, jeudi, à Cotonou. C'était à la faveur d'une cérémonie d'échange de convention entre le ministre béninois en charge de l'économie et des finances et l'ambassadeur de la France près le Bénin. Narcisse Alossé. Échange de parapheurs entre le ministre de l'économie et des finances et l'ambassadeur de la France près le Bénin, moins de 2 mois après la signature de conventions relatives au projet de création
du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et la valorisation du site palatial d'Abomey. Un acte solennel qui consacre le lancement d'un projet emblématique du partenariat franco-béninois. Le nouveau musée permettra d'exposer dans d'excellentes conditions les 300 œuvres des collections béninoises auxquelles s'ajouteront les 26 œuvres trésors royaux d'Abomey qui seront très prochainement restituées au Bénin. Il s'inscrit donc tout à la fois dans la dynamique de retour d'œuvres du patrimoine africain voulu par le président de la République française et aussi dans la stratégie ambitieuse du gouvernement béninois de mise en valeur du riche patrimoine béninois et de la culture comme instrument de développement économique, de cohésion sociale et de dialogue pour que la jeunesse puisse se réapproprier son histoire. Dans son contenu, le dit projet prévoit la réhabilitation de 4 palais royaux à Abomey, la construction d'un nouveau musée aux standards internationaux, le renforcement des acteurs touristiques, bref, une opération majeure en matière d'industrie créative et culturelle. Pour ma part, c'est le moment de rappeler que c'est bien ce musée qui constitue la destination finale après leur séjour temporaire à Ouida, au fort portugais et au Musée international pour la mémoire et l'esclavage en travaux, des biens culturels restitués par la France, restitution qui, faut-il le souligner, marque un tournant majeur de la coopération muséale entre nos deux pays. Encore un pas de géant pour le Bénin dans son ambition de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois. Une avancée saluée par le ministre de l'Économie et des Finances qui a donné la garantie de pérenniser les fruits de ce projet. Il n'est pas question pour le gouvernement de se lancer dans un projet sans intégrer sa pérennisation. Je peux vous assurer que les instructions données au plus haut niveau de l'État pour l'ensemble des projets a toujours été de veiller scrupuleusement à la pérennisation. Et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que ce joyau soit maintenu en son état. Et que dans quelques décennies, à chaque fois que vous passerez visiter, vous serez fiers d'avoir contribué donc à la réalisation de ce projet. D'un coût de près de 23 milliards de francs CFA financé en temps et en prépare l'Agence française de développement, ce projet sera mis en œuvre par l'Agence nationale pour la promotion des patrimoines et du tourisme avec l'appui technique d'Expertise France et du ministère français de la Culture. Il sera dressé sur une superficie de 47 hectares. Voilà, toujours ce jeudi, ouverture de l'atelier de finalisation du protocole de protection des données à caractère personnel des usagers de l'ANIP. La séance a réuni tous les points focaux de l'agence au sein des ministères sectoriels. Les travaux se sont déroulés à Cotonou. Ali Moumouni, Rachid Soubio. Avant sa promulgation et sa divulgation, le protocole de protection des données à caractère personnel des usagers de l'Agence nationale d'identification des personnes est à l'étape de la finalisation. Cette séance se tient avec les points focaux de l'ANIP au sein des ministères sectoriels et la Direction générale de l'État civil. Il s'agit d'une rencontre pour recueillir les contributions de ceux-ci afin de renforcer le document en question. L'Agence nationale d'identification des personnes, depuis le démarrage de ses activités, a pu déjà être au contact de millions de personnes dont les données sont collectées, conservées et mises en exploitation. Il faut donc prendre des mesures d'accompagnement de cette révolution numérique qui est en cours dans notre pays dans le sens de la protection des intérêts des usagers. Cette démarche pour protéger les données personnelles des usagers et autres contacts de l'ANIP est aussi recommandée par le Code du numérique en vigueur en République du Bénin. À la suite des échanges, les participants à cet atelier sont appelés à davantage étudier pendant 72 heures le document et apporter des observations. À l'issue du processus, le délégué à la protection des données personnelles, c'est-à-dire l'officier de protection des données, sera officiellement désigné, lui qui sera le conseiller de l'ANIP, en même temps que le défenseur des droits des usagers quant à la protection des données à caractère personnel. Les points focaux qui sont dans des structures qui traitent de l'information relative à ces données mises à disposition seront désignés comme correspondants officiels. Le protocole en question est un document de politique qui a pour objet de satisfaire à l'obligation d'information à laquelle l'ANIP est tenue et de formaliser les obligations de ses usagers et contacts au regard du traitement de leurs données
à caractère personnel. L'éducation à présent, on avance tout doucement vers la fin de l'année scolaire et dans les lycées et collèges, les candidats aux différents examens n'attendent que d'en finir. En attendant le démarrage des épreuves pour la grande masse, les candidats au baccalauréat série technique planchent depuis hier pour la phase pratique. Le lancement des épreuves a eu lieu jeudi au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Ici, au lycée technique Koulibaly, où les épreuves pratiques du baccalauréat série scientifique ont été lancées, les candidats planchent. Ils font donc leurs preuves en mathématiques et techniques, construction mécanique, électronique, génie civil, électrotechnique, techniques administratives, puis eau et assainissement. Dans ce centre d'examen, ils sont au total 1097 candidats. Le lycée technique Koulibaly a plusieurs séries du bac pratique. Il y a la série F3 qui a 352 candidats. Et la série F3, c'est l'électrotechnique. Il y a la série F4 qui a 483 candidats. Nous avons la série E, qui est une série spéciale qui n'a que 25 candidats. Nous avons la série G1, qui a une série de secrétariat, qui a 142 candidats. Et la série EA, eau et assainissement, qui a 95 candidats. Il faut dire que la série F4E et EA ont démarré ce matin. Et la série G1 a démarré hier. Mais la série F3 a démarré depuis le 31 mai 2021. Les épreuves ont été tirées dans la plus grande confidentialité. Et tous les centres seront pourvus et à partir de la semaine prochaine des épreuves. Tout se passe bien. Vous voyez que les séries technologiques ont commencé aussi. Tout se passe très bien. Et d'ailleurs, il pleut. C'est que nous sommes bénis par la pluie. Toutes les dispositions ont été prises pour leur assurer une composition paisible. Ce constat, le tout nouveau ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, l'a noté. Nous avons fait le tour des salles de composition. Nous avons été très impressionnés par l'ordre, le calme. Nous pensons que c'est une bonne organisation. Les candidats sont très calmes, très lucides. Nous les trouvons concentrés. Nous avons constaté qu'il y a également beaucoup de femmes dans toutes les salles. Le gouvernement béninois fait l'option depuis quelques moments de mettre l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet examen, le ministre Yves Kouaro-Tchabi rappelle cela. Notre système éducatif est en chantier dans la réforme de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Nous avons voulu que d'ici quelques années, qu'il y ait 70% de nos apprenants dans les écoles de formation professionnelle. Alors, nous pensons que ce que nous avons vu ici est en phase avec la vision du gouvernement. Sur l'ensemble du territoire, ils sont au total 4025 candidats à prendre part aux épreuves pratiques. On y dénombre 816 candidates et 3209 du côté des garçons. Dans le même registre, lundi démarre l'examen du certificat d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Au Centre de promotion sociale des aveugles, le travail est sans relâche à quelques heures du déroulement de cet examen. Le centre s'y est mis à fond pour préparer ses candidats. On va voir. Comme chaque année, le Centre de promotion sociale des aveugles d'Akpakpa prépare ses candidats au certificat d'études primaires. Le centre s'est mis à l'œuvre depuis quelques semaines et les outils nécessaires à la réussite sont déployés. Les candidats du centre sont prêts pour affronter les épreuves de ce premier diplôme scolaire. On a suivi le programme, toutes les activités ont été menées. Donc disons qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont déjà prêts, comme les autres enfants du milieu ordinaire. Et parce que nous avons exécuté le programme à 100%. Pour atteindre les résultats annuels de 100%, le centre a mis en place plusieurs stratégies.
la révision, des exercices, des séances de renforcement, tout un ensemble sous la supervision d'une équipe. Avant, il y a une équipe qui est mise en place depuis environ 3 mois qui accompagne ces enfants. Et depuis 1 mois, on fait les compositions, les soumet à des épreuves, au moins une épreuve par jour dans une matière pour les amener quand même à un bon niveau avant le certificat d'études primaires. Les candidats du centre vont composer d'ici quelques heures, mais les non-voyants et malvoyants ne seront pas seuls car le centre accueille aussi les sourds-muets, les enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales. Et puis, à quelques heures du lancement de l'examen du certificat d'études primaires, les établissements scolaires publics comme privés de Cotonou et Abomey-Calavi mettent les bouchées doubles pour assurer à leurs apprenants une bonne composition. Une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques écoles. Voici son constat sur le terrain. Encore quelques heures et les candidats prendront d'assaut les centres de composition pour le compte du certificat d'études primaires. Dans les écoles publiques comme privées, l'encadrement suit son cours et les révisions ont été renforcées. Les responsables d'établissement sont confiants en leurs candidats. Ici, au complexe scolaire Sainte-Félicité, nous avons mobilisé les apprenants et les enseignants, histoire de les galvaniser un peu pour qu'ils soient à même d'affronter les derniers moments, de déstresser et d'être capables de rendre le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les derniers moments sont capitaux. Et il faut vraiment suivre et enseignants et élèves pour que la ligne qui a été tracée puisse être suivie jusqu'à la fin. Le travail qui a été fait est un travail colossal. Parce que, comme vous le savez, nous voulons que tout le monde réussisse. Donc nous avons mis le paquet. Et nous avons réussi à mettre le paquet. Donc ils sont actuellement prêts à composer. Nous avons toujours fait 100% et nous espérons encore cette année que tout le monde réussisse. Les candidats sont donc prêts pour aller composer en toute quiétude à partir du lundi. Et pour ce faire, chaque établissement scolaire définit ses stratégies. Ce travail de renforcement a été organisé avec la circoncision, notre UP, puisque on les envoie à composer et puis au retour on corrige les épreuves. Il y a aussi d'autres épreuves que nous proposons, ils traitent et nous corrigeons ensemble. Et je pense que ils ont été véritablement préparés pour affronter les épreuves du CEP le lundi prochain. Et chez nous, ici, nous avons fait 3 examens blancs. Et cela a permis aux enfants de s'habituer aux copies d'examen, de s'habituer à l'organisation de façon générale d'un examen pour que le jour de l'examen même, ils ne paniquent pas. Ici, à l'école primaire publique de Ménotin-Nord, les derniers jours sont mis à profit pour réviser les notions en sport. Ceci du fait du tirage au sort qui a débouché sur le saut en hauteur et le poids. Les candidats s'y préparent ardemment. Une fois que le tirage au sort est fait et que désormais on sait que les enfants seront évalués en lancer de balles et puis en saut en hauteur, on a dû laisser les autres activités pour approfondir, pour mettre un accent plus sur ces 2 activités qui seront évaluées cette année. C'est après 1 mois avant l'avance, on fait le tirage au sort. Et à partir de ce moment-là, les directeurs mettent plus l'accent sur ce qui est tiré. Et c'est comme ça qu'on le fait actuellement. Chaque promoteur ou chef d'établissement met le paquet à quelques heures du déroulement de l'examen national. Il rassure les apprenants ainsi que les parents sur le travail qui est fait.
Un tout autre registre à présent, les acteurs du secteur agricole désormais au même niveau d'information sur le contenu et le dispositif organisationnel de mise en œuvre du programme Technologie et Innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes. Un atelier se tient au Bénin. Il est organisé par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole avec l'appui de la Direction du développement et de la coopération suisse. Et voici le compte rendu de la cérémonie de lancement de dit atelier. En prélude à ces activités sur le terrain, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole organise un atelier de lancement d'un projet. Il porte sur le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales. L'atelier se veut une rencontre de partage d'informations avec les différents acteurs en vue de leur approbation du projet, de recueil de leurs expériences et suggestions. L'objectif est de permettre aux participants de bien connaître le projet en vue de son appropriation. De même, il serait judicieux de bénéficier de leur riche expérience pour une réussite de la mise en œuvre de ce projet. La disponibilité et l'engagement de chacun de vous permettra, j'en suis sûr, à court et à moyen terme, de catalyser un changement véritable dans le secteur agricole qui se traduira par une résilience accrue des systèmes alimentaires et nutritionnels. Je prends l'engagement non seulement de contribuer à la réussite du programme TASPRO, mais également de redoubler d'efforts pour générer davantage d'innovation et d'information aux fins de viabilisation des exploitations agricoles et d'essor du monde rural. En 2 jours de travaux, les participants vont échanger sur les modalités pratiques de la mise en œuvre du programme. Ceci favorisera une adhésion et participation massive de toutes les parties prenantes. La mise en œuvre de ce programme dans les 5 pays, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, contribua à améliorer les niveaux d'adoption des technologies mises au point par la recherche, avec pour effet la promotion des filières agricoles porteuses et par ricochet l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles du milieu rural. Le programme a été élaboré pour déployer auprès des exploitants agricoles familiales les innombrables technologies, innovations et savoirs que la recherche a mis au point au cours des 10 dernières années. Cela pour répondre aux défis du changement climatique, de la croissance démographique, de l'urbanisation accrue qui conduisent à modifier les habitudes alimentaires. Les participants vont convenir de la mise sur pied d'un comité de pilotage du programme avec un cahier de charges. D'un atelier à un autre, et toujours dans le domaine de l'agriculture, dissémination du document de la stratégie nationale de mécanisation agricole SNMA ce mercredi à Grand Popo dans le département du Mono, organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cet atelier a servi de lancement de l'approbation du document par les différents acteurs du secteur agricole. Reportage. Déjà validé, le document de la stratégie nationale de mécanisation agricole, SNMA, fait ici l'objet de dissémination. Sont pour l'occasion réunis dans cette salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo des acteurs toutes catégories confondues du secteur agricole. Et ils proviennent de la partie méridionale du Bénin. En fait, c'est le dernier point d'ancrage pour avancer dans le cadre de la mécanisation. L'État, son gouvernement, a aujourd'hui mis en place depuis 1 an et sous notre impulsion donc un programme d'accompagnement de la mécanisation. Il y a eu l'installation de l'ANAMA qui devient SONAMA aujourd'hui pour s'adapter au mieux aux besoins des exigences de ce programme. Il y a un programme d'acquisition 2020 qui est en cours de livraison. Les containers sont sur l'eau en ce moment pour arriver. Il y a un programme d'acquisition 2021 qui est en cours de programmation et de définition avec un certain nombre de spécialistes autour du ministère de l'Agriculture.
Et il y a une avancée importante également au niveau du financement avec le FNDA. Cet atelier sert de lancement officiel de l'appropriation par les différents acteurs du document de la stratégie nationale de mécanisation agricole. Il marque le début d'un processus visant l'internalisation des orientations stratégiques et les grandes actions de la stratégie nationale par l'ensemble des parties prenantes. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte en ce lieu pour remercier sincèrement l'équipe de consultants qui a travaillé d'arrache-pied et en lien avec les différents services techniques du ministère et surtout également le coordonnateur du projet à mon côté qui a piloté de main de maître tout ce processus qui a abouti au résultat qui nous réunit ici aujourd'hui. Pour une superficie totale de terres agricoles disponibles estimée à plus de 7 millions d'hectares, à peine 20% sont exploités et seulement 1% des emblavures est mécanisé, souligne une étude du ministère de l'Agriculture. Cet atelier qui nous réunit ici aujourd'hui est plutôt le début d'une série de 3 ateliers d'information et de dissémination du contenu de ce document de la stratégie nationale de mécanisation agricole à travers ces grands axes, à travers les activités, les actions qui sont retenues et les grandes activités à mener pour véritablement répondre aux préoccupations et aux sollicitations des acteurs. Le document qui fait l'objet de dissémination est d'une importance capitale compte tenu de l'ambition du gouvernement de faire du secteur de l'agriculture un secteur d'investissement massif. Il est un outil de référence pour la promotion des activités agricoles au Bénin. En titre à présent, lancement de la campagne de mise en terre des plants certifiés d'anacardier. L'événement a regroupé à Soklogbo, dans la commune de Dassa, les acteurs à divers niveaux impliqués dans le projet. Il a été couplé avec la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Commémoration de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. L'événement a pris une allure particulière dans la commune de Dassazoumé. Cette occasion de reverdir la nature a été celle choisie par les autorités à divers niveaux, notamment celle en charge de l'agriculture pour lancer la campagne de mise en terre de plants performants d'anacardier. Ici, présents ou représentés, nous sommes bénéficiaires de ce vaste programme. Au moment où on va mettre en terre les plants, de façon intérimaire, on peut cultiver. Et c'est des plants sélectionnés. Et au même moment, il y a un programme arrimé de transformation de ces noix d'anacarde et de la pomme. Les besoins exprimés par 23 communes sur les 43 dépassent déjà largement le quota de 2021. Nous avons suffisamment accusé de retard depuis 2017 qu'on devait commencer la mise en œuvre du plan de développement de la filière anacarde. Maintenant que les ressources sont là, je crois que nous suggérerons qu'il n'y ait plus de quotas, qu'on puisse évoluer à l'Ébiton pour que d'ici 1 an, 2 ans, qu'on puisse constater que quelque chose se fait dans notre pays. L'initiative émane du gouvernement. Elle est portée par le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, PACOFID. L'équipe du projet est appelée à soutenir les responsables de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle Borgou Sud Donga Colline pour la mise en terre de 3 500 000 plants certifiés d'anacardier en vue de la valorisation de la filière anacarde. Ce projet prévoit également la création de 35 000 hectares de nouvelles plantations en plus de la réhabilitation de 100 000 autres hectares d'anciennes plantations d'anacardier. À cet effet, je voudrais rassurer que les contrats sont en cours de signature avec les pépiniéristes agréés pour la fourniture de 500 000 plants au titre de l'année 2021 en ce qui concerne les nouvelles plantations. S'agissant de la réhabilitation des anciennes verdures, le PACOFID fournira à travers la convention qu'il a ligne avec la TDA Pôle 4 un appui à la formalisation des prestataires des services privés, les brigades de réhabilitation et tout ceci en vue de faire des pépiniéristes et des brigades de véritables entrepreneurs agricoles. L'une des actions prévues dans la mise en œuvre du projet est d'améliorer la disponibilité et l'accès des intrants à des intrants de qualité pour la filière d'anacarde à travers la mise en place de 3 500 000 plants d'anacardier greffés pour l'installation d'au moins 5 000 hectares de nouvelles plantations d'ici 2023. Le projet contribuera ainsi
à plus de 49% de l'objectif national 2021 en termes de mise en place de plans d'anacadie et greffés. C'est important. Démarré en décembre 2020, le projet aura un impact direct sur 150 000 bénéficiaires. Il sera mis en œuvre sur une période de 6 ans, fruit du financement de la Banque mondiale pour un budget de 160 millions de dollars US. Le PACOFID prévoit aussi, entre autres, la réhabilitation de 1200 km de pistes rurales. Et avant de clore cette session, sachez que l'ONG italienne WeWorld reste fidèle à son engagement de promotion et de respect des droits des enfants après son projet Apprendre, dont les résultats sont connus. Elle a conçu un nouveau projet dénommé Études. Le lancement officiel du dit projet a eu lieu ce mercredi à Kétou, en présence du représentant pays de l'ONG. C'est reparti pour 3 ans d'activité de l'ONG italienne WeWorld au profit de la promotion et du respect des droits des enfants au Bénin. Après son projet Apprendre, qui a positivement impacté le système éducatif béninois, elle est là, cette fois-ci, avec un nouveau projet dénommé Études. Le lancement officiel de ce projet a réuni, ici à Kétou, les différentes parties prenantes de sa mise en œuvre. Études est le fruit des leçons apprises des précédents projets, pour lesquels nous avons choisi de, d'une part, renforcer les activités qui fonctionnent et desservent les communautés rurales béninoises, ainsi que de proposer des nouvelles stratégies en accord avec notre analyse de la faisabilité et des besoins rencontrés sur le terrain. C'est un projet très complet en lequel nous croyons très sincèrement. Il est en adéquation avec le mandat de WeWorld et sa vision du monde et est le fruit de l'engagement de la mission Bénin pour l'accès de tous les enfants à l'éducation et à la lutte contre la déscolarisation, la défense des droits des enfants en général. Le nouveau projet Études de l'ONG WeWorld sera mis en œuvre dans 10 villages des départements de l'Ouémé et du Plateau. L'objectif est de renforcer l'accès à une éducation inclusive et de qualité à travers le soutien aux mécanismes scolaires et communautaires. Pour le projet études, les bénéficiaires directs sont évalués à plus de 9 300 personnes et constitués entre autres des enfants, des parents, des acteurs éducatifs, des différentes parties prenantes en communauté, notamment les forces vives de la communauté, les APE, les groupements de femmes, les autorités locales et les structures déconcentrées de l'État qui seront touchés par ces interventions. Et quand même, ces interventions sont la question de la scolarisation et du maintien des enfants à l'école reste une préoccupation majeure pour WeWorld et sera considérée de façon transversale à toutes les interventions de WeWorld au niveau des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le lancement de ce nouveau projet de l'ONG WeWorld au profit du secteur de l'éducation est salué par le ministère des enseignements maternels et primaires. Ce partenariat avec WeWorld dans le passé a permis aux différentes écoles constituant des zones d'intervention de WeWorld de bénéficier de la construction de modules de classe, de recrutement de personnel enseignant, des dons de dispositifs de lavage des mains, DLM, des dons de matériel didactique à la maternelle et au primaire. Les responsables de l'éducation que nous sommes ne vous remercieront jamais assez pour vos œuvres combien salvatrices. Ce projet étude de l'ONG WeWorld est prévu pour s'achever en décembre 2023. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à Canal 3. Restez en compagnie de nos programmes. L'info vous revient bientôt.